Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision à la une de l'actualité de ce 11 mai 2022. Coopération militaire. La frégate Courbette est en escale à Douala. Le stop rentre dans le cadre du déploiement opérationnel Jeanne d'Arc 2022. Il s'agit en effet de la phase pratique de la formation des jeunes officiers élèves de l'école navale française. Il faut préciser qu'un jeune officier camerounais est présent dans cette promotion. Dans ce journal, on parlera également éducation. Les mouvements OTS et OTA, pas légitimes et pas légaux, selon les ministres du Travail et de la Sécurité sociale et de l'administration territoriale. Ces mouvements, à l'origine de la grève des enseignants, ne sont pas les bienvenus également à la concertation du 17 mai prochain au ministère du Travail. On se rappelle pourtant que le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, il y a quelques jours, c'était le 9 mai dernier précisément, celui-ci a rappelé le caractère légitime et légal des mouvements. On a trop supporté et on a trop attendu. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. C'est une édition bilingue et nous démarrons tout de suite en langue anglaise avec vous, Joséphine Bindi. Bonsoir. Good evening, Oriane. Good evening to you. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast. As announced in the headlines, we open with maritime security, where a team of French Navy on board Courbet ship on mission Jeanne d'Arc 2022 have arrived Cameroon. The task team arrived at Douala Seaport, from where they visited the Second Joint Military Region. Their visit is in line to train future naval officers on maritime security. Catherine Kone has details. The French Navy on board Courbet ship has arrived at Douala Seaport today, May 11, 2022, for its mission Jeanne d'Arc 2022. The task group made their first stop at the Second Joint Military Region, where they were received by Commander Bede Benoit Eba. After explaining their mission to train future generations of French Navy officers, deploying operational capabilities in areas of strategic interest and many more, the amphibious ready group later moved to the Douala Naval Base, where they were welcomed by Commander Zana Vundo Christophe. Their visit to the Douala Naval Base is to participate in maritime security operations in Cameroon. From there, the task group were welcomed by the governor of the Littoral Region, Samuel Dieudonné Ivaha Dubois, in his office. It should be noted that the mission Jeanne d'Arc of the French Navy is an annual long-duration and joint deployment which is aimed to provide officer cadets with at-sea operational training before joining their units as officer. The at least 180 officers will be in Cameroon till May 17, 2022. Parlons judiciaire à présent. La conférence des anciens bâtonniers du Cameroun s'est tenue ce 10 mai avec le ministre délégué auprès du ce 10 mai avec le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, maître Jean de Dieu Momo. Ensemble, un certain nombre de préoccupations du barreau ont été évoquées entre les deux parties. Je vous propose d'écouter Jean de Dieu Momo. Ensuite, vous entendrez la déclaration conjointe au sorti de ces assises. Donc, ayant suivi, n'est-ce pas, la sortie, le communiqué de la conférence des anciens bâtonniers, j'ai estimé qu'il était important que nous nous retrouvions avec ces aînés-là, avec ces sages, ce comité de sages, pour discuter sur les problèmes du barreau. Moi, je suis ministre, mais un jour, je reviendrai toujours chez nous. Le barreau, c'est notre maison commune. Et donc, ce n'est pas vraiment la préoccupation. Nous avons d'autres préoccupations. Il y a d'ordre déontologique et surtout de compréhension. Certains jeunes avocats s'érigent sous le conseil de certains aînés en contre-pouvoir. Il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Les avocats appartiennent au pouvoir judiciaire. Et donc, ils font partie intégrante de l'organigramme judiciaire du Cameroun. C'est une institution. Et nous gagnons à travailler en collaboration. Et non à faire croire qu'ils sont d'un côté et le pouvoir judiciaire de l'autre.
et qu'ils sont un contre-pouvoir comme si c'était un parti politique de l'opposition. Donc la Constitution a prévu un certain nombre de contre-pouvoirs et le barreau ne figure pas parmi ceux-là. Les avocats sont des auxiliaires de la justice, ça veut dire que qui aident la justice à la matérialisation de la justice, au rendu de la justice. Le gouvernement et le ministère de la Justice attendent des avocats qu'on l'aide à lutter contre les violations des droits de l'homme, contre les violations des libertés individuelles. Parce que ce n'est pas l'État qui viole les droits individuels, ce sont des individus qui profitent du manteau de l'État. Et nous sommes là précisément pour les pourchasser. Et nous avons besoin des avocats pour les dénoncer, afin que nous puissions leur donner la chasse. Le gouvernement auquel j'appartiens n'est pas là pour violer les droits de l'homme, mais c'est son droit, c'est son devoir de protéger les droits de l'homme. La conférence des anciens bâtonniers et monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Justice auprès du ministre d'État en charge de la justice se sont réunis à la demande de celui-ci à la salle numéro 2 de l'hôtel Sawa à Douala et ont évoqué ensemble un certain nombre de préoccupations du barreau mentionnées sur une liste qui a été remise à ce dernier et plus spécialement sur les points suivants. L'urgence de la réforme de la loi de 1990 portant organisation de la profession d'avocat. La nécessité d'instituer en urgence le droit de plaidoirie permettant entre autres à l'ordre des avocats de disposer des ressources nécessaires à la formation des avocats. L'institution de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats, entre parenthèses CARPA. L'institution et la mise en place de l'école de formation des avocats, appelée encore Law School. La régulation de l'accès à la profession d'avocat. Et bien d'autres points relatifs au fonctionnement de l'institution judiciaire qui sont mentionnés sur la liste évoquée plus haut. Les anciens bâtonniers ont exprimé leur vœu de voir organiser les états généraux de la justice qui permettraient de restaurer la confiance du citoyen à l'égard de l'institution judiciaire. Monsieur le ministre a pris bonne note de tous ces points évoqués avec les anciens bâtonniers et a promis, en concertation avec les organes légitimes de l'ordre, de s'atteler à l'adoption des réformes sollicitées et considérées comme urgentes par la conférence. Il a réitéré que le barreau n'est pas un contre-pouvoir, mais une institution professionnelle faisant partie intégrante du pouvoir judiciaire. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a lancé ce jour à Yaoundé le programme d'action JRLP, une initiative conjointe avec d'autres partenaires internationaux, dont l'OIT, qui ambitionne promouvoir la main-d'œuvre qualifiée dans le monde du travail. Sur les retombées de ce programme, je vous propose d'écouter Angélique Bouzi Ahanda, le chef de la division coopération internationale au ministère du Travail, s'exprime au micro de Olivier Bouzik. Le programme Action JLMP permettra de mettre en œuvre l'un des piliers de l'agenda 2063 de l'Union africaine portant sur la régularisation de la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre efficace, une main-d'œuvre qui est bien traitée est un gage de productivité. Donc, en ce qui concerne les actions véritablement concrètes qui seront menées au cours de ce programme durant les prochaines années, il est question surtout d'accompagner la gouvernance de la main-d'œuvre à travers la mise en place d'un cadre institutionnel, mais également un cadre réglementaire et juridique qui pourra faciliter l'accompagnement des migrants entrants et des migrants sortants et assurer leur sécurité et la promotion du travail décent à travers la migration du travail qui est un gage de productivité. Les principaux freins restent et demeurent une inadéquation du cadre juridique entre les pays. Donc il est question également dans la mise en œuvre de ce programme de créer une jonction
entre les différents États membres des communautés économiques régionales, c'est-à-dire la CEAC en ce qui nous concerne. Et le Cameroun est un pays pilote en la matière désormais. Et il sera donc question de mettre d'abord en place les mécanismes de gouvernance, mais aussi juridiques au Cameroun et les étendre dans la sous-région CEAC plus tard. OTS et OTA excluent des échanges avec le gouvernement. Les collectifs à l'origine de la grève des enseignants entamée en juillet, ne sont pas légitimes et légaux pour les ministres du Travail et de la Sécurité sociale et de l'administration territoriale. Inès Pang. Les mouvements OTS, on a trop supporté, et OTA, on a trop attendu, excluent des échanges avec le gouvernement. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, dans un communiqué, précise que les mouvements non formels désireux d'apporter leur contribution sont invités à se conformer à la réglementation en vigueur à l'effet de participer en toute légitimité et légalité aux concertations. Une méconnaissance des mouvements à l'origine de la grève des enseignants soutenue par le ministre de l'Administration territoriale. Dans une correspondance adressée au gouverneur des régions, Paul Atangandi leur demande de procéder à l'identification et à l'interpellation des signataires des tracts demandant aux enseignants de poursuivre la grève. Un ton qui tranche avec l'attitude qui semble conciliante du ministre des Enseignements secondaires. Pauline Nalova-Lyonga appelle les enseignants à retourner dans les salles de classe. À la télévision nationale, elle déclare, je cite, « Nous disons à tous les enseignants que le gouvernement les prend en charge. On espère que tous les enseignants iront en classe. S'il vous plaît, allez en classe, il n'y a pas de problème. » Au cours de la réunion d'évaluation des préparatifs des examens officiels session 2022, le MINESEC a laissé entendre que des dispositions ont été prises par le gouvernement pour le paiement des primes allouées aux différents intervenants aux examens officiels session 2022. En rappel, en 2017, naît le collectif des enseignants indignés du Cameroun en réponse à l'indolence des syndicats accusés de ne plus porter les revendications des enseignants. En fin 2021, Jacques Bessala, l'un des leaders de ce nouveau mouvement, est accusé par les siens de copinage avec le gouvernement. Les enseignants se réunissent désormais sous la bannière OTS. Groupe à l'origine de la grève qui paralyse les établissements scolaires depuis février 2022. Ce collectif revendique le paiement des aérés dus aux enseignants, l'automatisation des actes de carrière et le statut spécial de l'enseignant. And now we talk health, where the national vaccination campaign to fight against poliomyelitis has been launched today in the Littoral region under the chairmanship of the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Vaha Diboa. Christelle Asek-Swele and Julie Port took part in that ceremony and have the following report. With the objective to strengthen the fight against the poliomyelitis epidemic in Cameroon, a national vaccination campaign has been launched in the Littoral region. This vaccination campaign will equally permit children below the ages of 3 months without birth certificates to be declared. This with the objective to situate the results obtained during the previous vaccination campaigns against poliomyelitis in the Littoral region, with the objective to get 100% of children below the ages of 5 years vaccinated. This nationwide vaccination campaign will be carried out into 2 phases, where the first phase will run from May 13 to 16, 2022, while the second phase will run from June 10 to June 13, 2022. Given that parents play a key role in this fight, they are hereby called upon to welcome these vaccination teams when they come knocking. As a result, the more polio vaccines a child receives guarantees the child for a better protection against this pandemic. Launched today, May 11, 2022, in the Littoral region under the chairmanship of the governor of the Littoral region, this vaccination will equally be carried out in a synchronized manner with other countries such as the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, as well as the Republic of Chad.
And we take you to our international page where a UN report recently warned that 97% of Afghanistan's population could sink below poverty line. Details with the VOA. Afghanistan's economy is on the brink of collapse. Already one of the world's poorest countries, Afghanistan has only gotten worse economically since the Taliban's takeover in August. Per capita income fell by more than a third in the last 4 months of 2021. A UN report recently warned 97% of Afghanistan's population could sink below the poverty line, and nearly the entire population is not getting enough to eat. How did the country reach this point? Even before the Taliban's takeover, Afghanistan was highly dependent on foreign aid. That aid ended after the Taliban came to power, and sanctions were imposed by Western nations. The United States froze $7 billion in assets belonging to the previous Afghan government. U.S. President Joe Biden said in February he would seek to funnel half those funds to 9/11 victims and the other half to humanitarian aid efforts within Afghanistan. The Taliban decried the move as theft. Sanctions crippled Afghanistan's banking sector and made it difficult to move money in and out of the country. As a result, the local currency has fallen in value, and prices of everyday goods have gone up. With the government's assets frozen, it cannot step in to prop up the value of the currency. Even without sanctions, Afghanistan was facing difficult economic conditions. A long-term drought coupled with a rise in global food prices have put the cost of many food items outside the reach of ordinary Afghans. Also dragging down the economy are the COVID-19 pandemic and bureaucratic upheaval caused by the political transition. Adding to the country's economic woes, the Taliban prohibited women from working in most industries and girls from going to secondary school. The economic loss of female employment is estimated at $1 billion. The Taliban's refusal to allow girls to attend secondary school also caused the United States to break off talks with the Taliban designed to address economic issues. The prospects for economic improvement look bleak. The World Bank predicts if current conditions continue, Afghanistan would reverse all its economic progress since 2007. In a recent poll, 94% of Afghans rated their lives poorly enough to be considered suffering. This is the highest level of suffering of any country surveyed by Gallup since 2005. Afghans are also pessimistic about their future. When asked how they would rate the prospect of their lives in 5 years, Afghan women responded with the lowest level for women in any country. Men were not much higher. Parlons sport handball. À présent, 4 clubs camerounais participent au championnat africain de cette discipline. La compétition se tient à Niamey au Niger du 10 au 19 mai. Autres nations représentées, on a l'Égypte, l'Éthiopie, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Angola et le Congo. Léla Renganzi. Elles seront 4 à défendre les couleurs du Cameroun à la 38e édition du championnat africain des clubs champions de handball. 4 équipes toutes basées à Yaoundé, à savoir Fondation André Zico Fans, Dynamique de Bokito, Force Armée et Police Hommes et FAP-DAM. Ce 10 mai, ces équipes se sont envolées pour Niamey au Niger afin de prendre part à la compétition qui s'étendra jusqu'au 19 mai prochain. Chez les hommes, le tournoi va se dérouler avec des poules. Ainsi, Force Armée et Police, qui se retrouvent dans la poule A, affrontera Al-Ali d'Égypte, Caïman du Congo, Don Bosco de la Côte d'Ivoire et Kirkos d'Éthiopie. Quant à Faz, logé dans la poule B, il devra se frotter à Zamalek, venu tout droit d'Égypte, KSK de la RDC, Kano Pillard du Nigeria, Flowers du Bénin et AS Niamey du Nigeria. Chez les dames, tous les regards sont braqués sur FAP-DAM, 3e lors de la dernière édition. Gonflées à bloc, les filles de FAP ont livré diverses séances d'entraînement et de confrontation avec des équipes comme TKS à Yaoundé. Et selon bébé Paul François, le directeur sportif de FAF, ces filles sont prêtes à croiser le fer avec Héritage de la RDC, DGSP du même pays, Petro d'Angola, Bandama de la Côte d'Ivoire et Dynamique de Bokito, l'autre équipe féminine camerounaise représentée dans cette compétition. On rappelle, le tournoi qui initialement devait se tenir du 8 au 17 avril
a été renvoyé en mai en raison du mois de jeûne de Ramadan. Et donc, pendant les 9 prochains jours, chacun des 17 clubs venant de différentes parties du continent s'évertuera à engranger le plus grand nombre de points pour sortir vainqueur de ce tournoi. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine Binti. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. Thanks for watching and good night once again.